Bonjour, Général Pierre de Villiers, votre parole est toujours très attendue et là le climat en France fait que les mots que vous pouvez porter, vous l'ancien chef d'état-major des armées, sont d'autant plus attendus. Vous publiez Pour le succès des armes de la France chez Fayard, on va en parler dans quelques instants. La situation avec l'affaire Quentin en France vous fait dire que peut-être un jour il y a un risque d'embrasement en France. La tension est telle. Bonjour monsieur. Écoutez, j'ai écrit ce livre parce que je voyais bien les grandes lignes de fracture extérieures et intérieures. J'avais déjà écrit Servir, ce livre en 2017 après ma démission, qui était l'annonce de tout ce qui malheureusement est en train de se passer. Fracture à l'intérieur et grosse tension avec tout un tas de phénomènes qui contribuent à inquiéter nos concitoyens. Insécurité grandissante avec la délinquance, la drogue qui se mondialise avec le narcotrafic, le terrorisme islamiste radical, et puis l'ultra-gauche, on le voit avec l'affaire Quentin. Et à l'extérieur, terrorisme islamiste également, avec de multiples mouvements et cette stratégie qui vise à instaurer la violence, non pas en moyen, mais enfin l'extrême violence, la barbarie. Le retour des États-puissances, on le voit avec la Chine, la Turquie, la Russie, l'Inde, l'Iran, l'Arabie saoudite, tous ces grands pays qui ont des stratégies de long terme quand nos démocraties voient la prochaine élection et ils voient les prochaines générations. Monde instable, pays fracturé, telle est la situation et c'est pour ça que j'ai repris ma plume pour essayer de convaincre nos dirigeants actuels, mais surtout nos dirigeants futurs, puisque nous avons des échéances électorales majeures à venir, que la défense, la protection de la France et des Français, ça doit être un thème central de la campagne électorale à venir. Mais alors vous parlez de réarmement moral, aussi de réarmement tout court pour la défense. Mais en un mot, est-ce qu'une étincelle est à craindre ? On a l'impression que la France aujourd'hui est à un moment clé de son histoire. Qu'est-ce qu'on peut craindre ? Une guerre civile ? C'est toujours une affaire d'étincelle, les conflits intérieurs ou extérieurs, ou les deux à la fois. On le voit en 1870, en 14, en 39. Le terreau était là et l'étincelle a déclenché le conflit. Et la France est un pays qui a du mal à se réformer dans la transition. On se réforme souvent par rupture, par guerre, par révolution. Et ce que je crains, c'est que la situation actuelle, ce terreau, n'amène cette forme de rupture. Parce que rupture, ça veut dire qu'il y a des morts, et de nombreux morts, que ce soit par une attaque extérieure ou par une déliquescence intérieure. Oui, rupture, pour ne pas dire guerre. Mais rupture qui nécessairement entraîne des combats et des morts, forcément. Alors j'espère qu'on va éviter cette situation. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus les faibles du monde et nous sommes faibles même à l'intérieur, dans notre nation. Et la faiblesse, vous savez, ça attire la force. La force est comme un aimant, comme un aimant. La force est attirée par la faiblesse. Oui, mais quand, alors d'abord à l'intérieur, vous dites un risque de rupture qui pourrait entraîner des morts. Qu'est-ce que ce serait ? Vous voyez ce qui s'est passé avec Quentin, et on voit bien maintenant qu'on est dans un engrenage, et cette violence, elle est partout. Elle est dans les paroles, elle est dans les rues. À Paris, quand vous attendez 5 secondes à un feu rouge, c'est tout juste si le gars ne descend pas de sa voiture pour vous poignarder maintenant. On est en sécurité nulle part, et ce n'est pas un sentiment. Je crois qu'il y a eu une myopie politique face à l'insécurité en France. Et cette montée de la violence, elle est terrible. Alors après, c'est vous qui prononciez le mot étincelle, et vous avez raison, c'est le bon mot. Quelle pourrait être l'étincelle qui ferait dégénérer notre pays ? Mais j'en parle dans mon livre parce que je crois qu'il faut réfléchir à tous les scénarios, surtout les scénarios les pires, parce qu'il faut les préparer avant de les subir. Oui, l'élection présidentielle, vous l'avez cité, mon général, elle peut apporter des réponses à ça ? Ou est-ce que le politique est définitivement disqualifié, au fond ? Écoutez, aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que la confiance n'existe plus entre les citoyens et ceux qui dirigent. Alors, on n'a pas le monopole, c'est dans toutes les démocraties européennes, ou presque.
Vous voyez l'état de notre Europe. Sauf qu'en France, je trouve que la situation est peut-être plus grave qu'ailleurs. Cette défiance, elle est partout. Aujourd'hui, on poignarde dans les lieux de culte, on poignarde même dans les lieux de juridiction, on attaque les pompiers. Plus rien n'est respecté. Il n'y a plus de confiance. Et moi, je voyage 2 déplacements par semaine en moyenne. J'interviens un peu partout depuis 8 ans dans toute la France. Et les gens me disent, mais on n'a plus confiance dans ceux qui nous dirigent. Parce qu'il y a trop de décalage depuis des décennies entre les paroles et les actes. Les citoyens entendent des paroles, mais ne voient rien venir. Il faut mettre fin à ce décalage. Oui, lorsque vous écrivez ce livre, et vous le dites, ça s'appelle « Pour le succès des armes de la France », vous dites, au fond, je ne pouvais plus garder le silence. Vous êtes sorti de ce silence en écrivant ce livre, mon général. Pourquoi vous dites, je ne pouvais plus me taire? Parce que j'ai la faiblesse de croire que ma voix est un peu écoutée et je m'en serais voulu, en me regardant dans la glace, de garder le silence alors que je pense qu'il y a des vérités à rappeler pour la protection de la France et des Français, pour le succès des armes de la France, et qu'il n'est jamais trop tard, même s'il est très tard. C'est pour ça que j'ai quitté l'institution militaire en 2017 en désaccord avec le président de la République, parce que tout ceci était prévisible, on le voyait venir. Et c'est maintenant que nous sommes au pied du mur que nous commençons l'esquisse d'un réarmement. Mais réarmer une armée, réarmer les forces morales d'un pays, c'est 10 ans minimum. Et que serions-nous, que ferions-nous si nous nous trouvions dans la situation des Ukrainiens aujourd'hui? Voilà une question qu'il faut se poser. Vous dites au fond, il est peut-être déjà trop tard. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Mais le trop tard, c'est une expression historique qui nous a fait déjà très mal. Donc il est urgent d'accélérer. C'est pour ça que ce livre, je l'ai écrit pour que peut-être qu'il y a une prise de conscience et qu'on accélère. Aujourd'hui, on parle, mais on n'est pas dans le bon rythme. Quand vous voyez ce que font certains autres pays européens qui ont compris, eux, alors les Polonais, pour des raisons évidentes, mais aussi les Allemands, quand vous voyez les milliards d'euros qu'ils mettent dans leur budget et que nous, péniblement, on aura peut-être 5 milliards cette année, mais comme ils ont été votés très tardivement, ils ne pourront pas être dépensés, on n'est pas dans le match, on n'est pas dans le bon tempo. Oui. Ce monde a changé. Nous sommes dans un monde de profonde rupture. Nous croyons que c'est un monde en évolution. Non, le monde a changé. Mais en 2017, c'était la veille du 14 juillet, vous le racontez dans ce livre, mon général, vous dites ce que vous dites aujourd'hui, au fond. Et on vous répond, mais non, d'abord, on a le nucléaire, donc c'est une forme de l'imagino, il ne peut rien nous arriver. Et puis, qui pourrait finalement nous agresser? Il n'y a pas d'ennemis de la France, donc on peut désarmer. Et vous avez choisi de démissionner à ce moment-là. Mais au fond, vous vous dites, j'avais raison. Et comment vous n'avez pas été entendu? Oui, je suis partagé par un double sentiment. Le sentiment d'avoir raison, d'avoir eu raison, parce que les faits me donnent raison, et j'aurais préféré tristement avoir tort, parce que malheureusement, la situation actuelle n'est pas satisfaisante, elle est dangereuse, et surtout elle est très incertaine, elle est très volatile. Le monde n'est plus régulé par les organisations internationales qui avaient fait ce boulot-là depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, par ces organisations qui avaient été mises en place pour cela, l'ONU, l'OTAN, l'Union européenne. Mais le terrorisme islamiste radical et les États-puissances ne répondent plus à ces stabilisateurs automatiques. Donc on est dans une très grande incertitude, et c'est vrai que c'était l'origine de mon différend avec le président de la République en 2017, parce que nous avons désarmé pendant des décennies depuis la chute du mur de Berlin en 1989. Nous n'avons pas senti venir ce changement, cette rupture du monde, finalement avec une forme de reconstitution d'un monde bipolaire, avec d'un côté l'Occident aligné derrière les États-Unis qui sont en train de nous abandonner. Ce n'est pas une nouveauté, c'est une accélération du calendrier avec le président Trump, mais je sentais bien ce mouvement des Obama et même des Brzezinski. Brzezinski, c'était sous Carter, donc ce n'est pas hier. Et puis,
de l'autre côté, cette alliance baroque d'États-puissance, pour l'essentiel des anciens empires qui cherchent à regagner leur influence perdue, qui réarment de 5 à 10% par an et qui ont une capacité de se mettre d'accord sur un seul point, mais ça suffit, la haine de l'Occident et du grand Satan américain. Nous sommes dans cette situation et les Américains sont prêts à la guerre. Les autres aussi, les seuls dans le monde qui ne sont pas prêts, ce sont les pays européens parce que nous n'avons pas voulu voir le monde tel qu'il est. Peggy dit, c'est magnifique, il faut dire ce que l'on voit est plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. Nous n'avons pas voulu voir l'évolution de ce monde. Il faut mettre les bonnes lunettes. Oui, vous diriez la France demain, peut-être l'Ukraine d'aujourd'hui? Mais tout est possible. Je dis, il faut penser l'impensable. Dans ce scénario tel que je vous le décris, tout est possible. D'ailleurs, je donne une hypothèse. Un matin, on va se réveiller, il y aura un missile de croisière qui sera tombé sur une petite ville de France, il y aura 50 morts et 300 blessés. On ne sera même pas capable de dire d'où il est parti et on ne sera pas capable de l'arrêter. D'ailleurs, le président de la République, dans ses vœux aux armées, a repris cet exemple en disant qu'il fallait mettre fin à cette incapacité. Mais cette incapacité, ce sont les choix qui ont été faits ces dernières décennies. Nous n'avons pas pu nous payer l'alerte avancée, nous n'avons pas suffisamment de protection aérienne. Et combien de fois je l'ai dit ces dernières décennies? Et la rupture, ça a été 2017, parce que là, je voyais le mur arriver et je nous voyais aller dans le mur en chantant et en manœuvrant. Oui, oui, mais lorsque le chef d'état-major d'aujourd'hui dit il faut que chacun en France se prépare peut-être à perdre ses enfants demain, à la guerre, ça, ce sont des mots qui ont sidéré. Personne ne s'attendait à ça. Oui, alors ces mots ont créé une polémique. Moi, je vais plus loin que ces mots plus larges, parce qu'il parlait d'un engagement éventuel en Russie, une attaque russe dans les pays baltes, et nous serions, avec l'article 5 de l'OTAN, probablement amenés à intervenir. Mais c'est une armée professionnelle qui intervient. Nous n'avons plus d'appelés. Ce ne sont pas les enfants de France, ce sont des enfants de France, soldats professionnels. Donc il y a eu une peur panique dans l'opinion française qui n'a pas lieu d'être. Mais ce qui a lieu d'être, et le chef d'état-major a eu raison, c'est d'alerter les Français sur la situation, la dangerosité de la situation actuelle, qui est une situation nouvelle depuis une dizaine d'années qu'on voit, mais qui ne cesse d'augmenter, avec cette tension qui ne cesse de monter. Oui, lorsque, et vous le racontez, je le disais, en 2017, à la veille de ce 14 juillet, vous entendez le président de la République, Emmanuel Macron, alors que vous êtes chef d'état-major des armées, qui dit, en gros, le chef des armées, c'est moi. C'est à peu près ça. Et là, vous comprenez que c'est terminé pour vous. Oui, alors, il y a eu un divorce de forme, parce que je considérais que la confiance était rompue entre nous deux, et la confiance entre le chef d'état-major des armées et le chef des armées, président de la République, c'est fondamental. Et puis, il y avait surtout un divorce de fond sur le réarmement nécessaire. Et on me disait qu'on allait me donner pour les armées plusieurs milliards, et on commençait par me prendre 850 millions. Donc, je ne voyais pas bien la cohérence, et j'ai décidé de ne pas avoir un double discours. Moi, je ne suis pas capable d'avoir un double discours. De dire que tout va bien, Madame la Marquise, à des soldats magnifiques, marins, aviateurs, qui sont prêts à se battre jusqu'au sacrifice suprême pour la France, quand j'aurais su très bien que c'était faux et que le rythme n'était pas bon et qu'on n'allait pas vers cette armée qu'il faut construire, cette armée nouvelle qu'il faut construire face à la nouvelle situation. Non, moi, je ne suis pas capable d'avoir un double discours, et je suis resté toujours dans l'authenticité. Ce n'est pas la sincérité, parce qu'on peut être sincère le samedi et sincère le samedi de la semaine d'après en disant l'inverse. On a des exemples multiples aujourd'hui dans notre société de communication. Moi, je suis authentique, j'ai une colonne vertébrale. Je ne sais pas dire tout et le contraire de tout. Je n'ai pas voulu rentrer dans ce jeu-là et j'ai préféré en tirer les conséquences. Vous savez, un haut fonctionnaire, il est là pour être loyal. Et la première des loyautés, c'est de dire la vérité. Oui, vous dites dans ce livre deux menaces, notamment, vous dites le retour des États-puissances. Alors, évidemment, on peut vous dire, est-ce que les États-Unis aujourd'hui sont une menace pour la France? Les États-Unis sont un partenaire adversaire. On a cru que c'était un éternel partenaire. C'est un partenaire adversaire dans un monde qui se tend, où finalement il y a un retour des nations et des intérêts des nations.
Le général de Gaulle le disait. Hein. Nous n'avons pas d'amis. Nous n'avons que des partenaires adversaires. Voilà. Je crois qu'on l'a un peu oublié. Alors avec le président Trump, on se réveille brutalement puisqu'il nous mène durement, les Européens, nous reprochant d'avoir désarmé, nous reprochant une forme de désarmement aussi moral de notre société. Mais c'est comme ça et c'est durable, cette évolution américaine. America first, oui. Les intérêts américains d'abord. Mais vous savez, je l'ai dit d'ailleurs sur le conflit ukrainien, les Américains, dans cette affaire, ont joué un jeu trouble. Ça leur permet de vendre de l'armement, ils annihilent l'armée russe pendant au moins une dizaine d'années et ils divisent l'Europe. Donc nous avons, notre agenda, les Européens, et il faut absolument profiter de cette situation actuelle d'abandon par les Américains pour construire cette Europe interétatique à géométrie variable que j'appelle de mes voeux. Je consacre un chapitre complet sur le mythe de l'armée européenne. Nous sommes là aussi sur une fausse piste. Alors il est temps de changer et de quitter cette fausse piste pour aller vers la vraie solution qui est le respect des États, des nations, et cette coopération interétatique sur des projets à géométrie variable, mais sur des projets concrets. Oui, vous diriez que l'attaque de l'Ukraine par la Russie est aussi le fruit d'une forme de faiblesse européenne ? Bien sûr. Peut-être qu'il ne l'aurait pas fait si nous étions forts. Vous savez, c'est mécanique dans l'histoire du monde. Les faibles attirent les forts, je vous le disais. Et aujourd'hui, nous étions, pendant des décennies, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était la force du droit. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est le droit de la force. Et on peut le regretter, mais on ne peut pas le contester. Hein, il faut vivre dans son époque et voir les choses avec pragmatisme et vérité. Aujourd'hui, c'est la force qui fait loi. C'est comme ça, avec les États-puissances, avec le terrorisme islamiste, avec la poussée migratoire, avec le dérèglement climatique, avec l'incapacité des organisations internationales à jouer leur rôle de stabilisateur automatique, eh bien c'est ce nouveau monde qui est devant nous. C'est celui-là que nous avons dans la décennie à venir. Et c'est avec celui-là qu'il faut faire. Oui. Donc, il faut quitter notre faiblesse et réarmer nos nations européennes par une vraie coopération. Oui, quand vous entendez le président de la République, Emmanuel Macron, dire aujourd'hui, pour être craint, il faut être fort. Oui. Vous avez envie de lui dire, c'est un peu tard de dire ça ? Mais bien sûr. Et il poursuit, pour être fort, il faut réarmer. Tout ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est comme l'économie de guerre. C'est formidable. Il en a parlé il y a 2 ans et demi. Qu'a-t-on fait depuis pour l'économie de guerre ? A-t-on résolu ce problème de la rapidité des équipements entre le moment où l'expression des besoins est faite par l'état-major et le moment où le matériel est effectivement terminé en fabrication et mis en service opérationnel dans les forces par les industriels ? A-t-on résolu cette efficacité du trilogue entre les états-majors, la délégation générale pour l'armement avec ses ingénieurs et les industriels? Nous n'avons pas changé les procédures. Nous sommes toujours dans des procédures qui datent depuis des décennies. C'est beaucoup trop lent. Il faut des années pour que ces équipements soient fabriqués. Croyez-vous qu'il faille des années pour la Russie à fabriquer des drones, des chars ou des avions? Quand vous voyez les centaines de drones par jour qu'ils fabriquent, non, il faut changer de braquet. Le monde a changé. Oui, quand vous parliez de Donald Trump qui attaque le désarmement moral aussi, en plus du désarmement physique, le désarmement moral de la France et de l'Europe. Et certains qui disent, par exemple, que la France, qui prétend résoudre la guerre en Ukraine, ne parvient pas à instaurer la paix dans ses banlieues, dans ses cités, avec les guerres de narcotrafic. Vous dites, au fond, c'est vrai, ça ? Oui, parce qu'on est faible et que nos démocraties européennes se sont laissées tirer par une facilité du temps de paix, le bien-être sociétal, le bien-être des 35 heures, le bien-être de la facilité et de la démagogie, la puissance de l'élection en attractivité à venir. Et pour être élu, ils ont cru qu'il fallait effectivement faire plaisir. Mais moi qui ai eu 6 enfants, on le sait.
on élève, l'éducation c'est ça, l'exercice de l'autorité, c'est augere, élever vers, et on élève par l'effort, par la discipline, par l'ordre et par l'humanité. Aujourd'hui, dans cet exercice de l'autorité en France, il n'y a plus d'humanité suffisamment, on n'aime pas les gens suffisamment, on n'apprend plus à l'amour des autres, qui est le ciment de notre civilisation, et il n'y a plus de fermeté quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec le fonctionnement de notre justice. Donc il faudra revenir à ce fondamental, le fondamental de l'équilibre entre l'humanité et la fermeté. C'est ça l'autorité. Et il faut restaurer l'autorité. Vous savez, les Français que je vois, moi, ils me disent « on marche sur la tête, mon général, il n'y a plus d'autorité. Il faut de l'autorité. » Et pourquoi l'armée française est une institution qui tient encore debout? Parce qu'elle est assise sur cette autorité bienveillante, l'obéissance active, là où l'adhésion l'emporte sur la contrainte. C'est ça que nous pratiquons dans l'armée. C'est ça qu'il faut restaurer dans notre société. Oui, oui. On ne peut pas laisser tout faire. Oui, d'ailleurs, vous êtes favorable, vous dites à un retour d'une forme de service national, ce qu'on appelle le service militaire, vous dites que la suppression par Jacques Chirac du service national a été une erreur, une grave erreur. Oui, maintenant tout le monde le dit, ou presque. Il fallait professionnaliser les armées, incontestablement, et c'était un des grands enseignements de la guerre du Golfe, mais il fallait maintenir une sorte de creuset national au travers d'un dispositif qui soit universel, garçon-fille, ce qui n'était pas le cas, puis c'était pour les garçons, et qui soit égalitaire. Or, sur les garçons, il y en avait 50% qui ne faisaient pas leur service. Donc il fallait prendre cette décision courageuse de modifier le système tout en professionnalisant les armées. Alors évidemment, ça coûtait cher, etc. Mais combien a coûté à l'État français depuis ces dernières décennies la forme de chienlit de notre société actuelle? Parce qu'il n'y a plus de creuset national. Vous savez, moi je vais dans toute la France, y compris dans les cités, je vois bien que dans certains endroits, il ne fait pas bon y aller. Hein. Il n'y a plus grand monde qui y va. C'est la loi de la jungle. Et on n'aime pas la France, c'est même pire que ça. Il y a une haine de la France. Donc peut-on tolérer ça encore longtemps? Non, moi j'aime la France et les Français, toute la France et tous les Français. Il est temps de restaurer cette autorité. Il est temps de revenir à l'ordre. On ne peut pas tout faire. Oui, mais vous entendez des hommes politiques, des femmes politiques qui disent, par exemple, la police tue. Ça, c'est une phrase qu'on a entendue maintes fois. Oui, ben c'est insupportable. Heureusement que la police fait son travail. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les forces de sécurité intérieure, la gendarmerie et la police, avec tout ce qui se prennent dans la figure. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas tellement soutenus par les lois actuelles. Parce que parfois, j'ai quand même le sentiment que la peur a changé de camp et que ceux qui veulent mettre le désordre dans le pays, finalement, sont en position de force. Non, il faut arrêter tout ça. Ce n'est plus possible. Les Français, c'est ce qu'ils attendent, de la clarté et de l'ordre. Oui, lorsque vous ciblez les menaces, vous dites le retour des États-nations, vous dites aussi que l'autre grande menace, c'est le terrorisme islamiste radical. Et est-ce que là, on est prêt? J'allais vous demander, mon général, est-ce qu'au fond, vous avez le sentiment qu'au vu de l'expérience terrible des attentats, est-ce qu'aujourd'hui, la France, enfin, est prête à faire face? C'est un sujet que je connais bien. J'ai vécu les attentats en 2015 en première ligne, comme chef d'état-major des armées, et je les ai encore dans ma chair. Le 7 janvier 2015, Charlie Hebdo, et la fin de l'année, le 13 novembre, on a commémoré le 10e anniversaire avec le Bataclan. Cette menace, elle existe, évidemment, elle est mondiale. Regardez ce qui se passe en Afrique avec la descente progressive du nord vers le sud de ce terrorisme. C'est terrible ce qui se passe. Et sur tous les continents, cette idéologie qui s'appuie sur des mouvements différents, mais qui a la même remplacé l'organisation des sociétés par la barbarie, la charia, la barbarie la plus extrême. On pille, on assassine, on poignarde, on viole, on décapite aujourd'hui au titre de cette idéologie. Alors en France, nous avons des services de renseignement magnifiques qui font un travail incroyable, qui nous évitent les attentats. Et ça fait déjà de nombreux mois que nous n'avons pas eu d'attentats majeurs. On a ici ou là des individus radicalisés. D'ailleurs, on le dit plus ou moins. Mais en réalité, c'est souvent l'origine du déséquilibre, ce fanatisme de l'islam radical.
Et puis, je n'oublie pas les frères musulmans qui sont très puissants dans notre pays, très installés, très implantés. Et je le dis ici, l'histoire n'est pas finie sur le terrorisme islamiste radical parce qu'eux, ils ont le temps. Ils ont le temps. Un Afghan m'avait dit, vous avez la montre, nous avons le temps. Et il avait raison. Oui. Nous avions la montre, ils ont eu le temps et ils ont fini par gagner. Et ils gouvernent maintenant les talibans avec une poigne invraisemblable. Ce pays, on est revenu à la case départ d'avant notre intervention en 2001. Nous avons perdu. Donc, vous savez, nous sommes dans une approche très humaine, du temps très présent. Nous avons perdu la profondeur de champ, la profondeur de temps. Nous sommes dans la tactique du quotidien, eux sont dans la stratégie du long terme. Oui, donc un combat déséquilibré. Vous citez le général Delattre, ne pas subir. Et vous avez le sentiment aujourd'hui que la France, puisque c'est le sujet aussi de votre livre, la France subit. Oui, on subit la surprise stratégique, ce concept baroque imposé en 2017. Mais la surprise stratégique, c'est celle qu'on ne veut pas voir de nos yeux arriver, tout simplement. Oui, nous subissons. Moi, je veux la surprise qu'on impose, pas celle qu'on subit. Et donc, il faut arrêter de dire que ce qui nous arrive est une surprise. C'est pour ça que je prône ce réarmement massif de nos armées face à ce nouveau contexte. Et je crains que la révision de la loi de programmation militaire qui est en cours ne soit encore trop empreinte de l'ancien contexte. Cette capacité que nous avions, qui est une belle armée, mais pour faire des opérations de guerre à l'extérieur. Là, il ne s'agit plus d'opérations de guerre à l'extérieur, il s'agit de faire la guerre. Le fameux combat de haute intensité. Vous savez, cette expression de technocrate inventée depuis quelques décennies, le combat de haute intensité. C'est la guerre. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à faire cette guerre, nous sommes prêts à faire une forme de guerre, des opérations de guerre qui ne durent pas longtemps et dont la dureté n'est pas celle de la guerre. Regardez en Ukraine aujourd'hui, la guerre moderne, la consommation de munitions d'artillerie par jour, la consommation de drones par jour, avec cette révolution tactique sur le champ de bataille, avec les drones qui sèment des mines juste en avant de la progression des fantassins et des chars, ces drones plus puissants qui attaquent et détruisent les chars, qui rentrent dans les campements, etc. C'est incroyable, cette révolution. Tout ça, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts parce que nous n'avons pas voulu prendre le tournant et nous ne voulons pas passer la surmultiplier. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Oui, mais vous dites aussi qu'il faut réenchanter la jeunesse. Est-ce que vous croyez que c'est avec un discours comme ça qu'on peut réenchanter la jeunesse? C'est un discours de responsabilité, mais parfois qui fait peur. Oui, il faut dire la vérité. On le voit bien, moi je suis au contact de la jeunesse, j'allais dire toutes les jeunesses, parce que ce n'est pas la même jeunesse dans une zone rurale, au centre de Paris ou dans une cité. Ce n'est pas la même vie, ce n'est pas les mêmes préoccupations, ce n'est pas les mêmes problèmes, ce n'est pas les mêmes soucis. Mais d'une manière générale, ils ont en commun une chose, cette génération, ils ont soif de quelque chose de grand. Et ils ont soif de vérité. Vous savez, cette société de communication qui nous gouverne, avec les éléments de langage, avec le côté balsacien de la société, ils n'en veulent plus. C'est pour ça qu'il y a un grand danger qui se réfugie dans les réseaux sociaux et dans les mauvais breuvages, l'islam radical, le trafic de drogue, le terrorisme ou autre. Non, il faut donner le breuvage qu'ils attendent, qui n'est pas un breuvage purement intellectuel, qui n'est pas un breuvage purement matérialiste. Ils veulent quelque chose de plus grand. Ils veulent qu'on leur parle de l'honneur, de la gloire, de la France, de la patrie, quelque chose de grand qui les élève. Fais de ta vie un rêve, et ce rêve deviendra réalité, disait Saint-Exupéry à juste raison. On les rabaisse trop dans la dureté du quotidien. Alors moi, je dis la vérité. Oui, il y a un danger. Oui, il y a un risque d'embrasement à l'intérieur et à l'extérieur. Et je ne pense pas que les jeunes soient perturbés lorsqu'on leur dit la vérité. Ce qui les perturbe, c'est l'inconnu, c'est ne pas savoir où on veut les emmener. Ils ont soif de vision, de grands espaces, ils ont soif de temps long, et on les rabaisse toujours sur l'âpreté de la vie quotidienne. Moi, je crois qu'au contraire, il faut dire la vérité. La vraie loyauté, c'est de dire la vérité. Oui, en général, vous avez dit, vous le dites dans ce livre, je ne pouvais pas rester silencieux. J'ai écrit parce que la situation
me l'imposer. Si demain, on vous demande, le pays vous demande, ou on vous demande comme un recours de vous engager en politique, comme certains l'ont parfois manifesté à votre égard, est-ce que vous vous déroberez? Vous n'irez jamais en politique? Alors j'ai répondu maintes fois à cette question. Je ne me présenterai pas à une élection présidentielle en politique. Je fais de la politique militaire, du politico-militaire dans mon livre, parce que la frontière est étroite entre la description d'un modèle d'armée, par exemple, ou la description des menaces qui frappent la France, et la politique. Mais je n'irai pas plus loin. Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas fait pour me présenter à une élection. En revanche, j'essaie de servir modestement mon pays en essayant de dire la vérité et surtout de convaincre les hommes politiques qui sont les responsables. La République fonctionne quand les militaires font la guerre et que les politiques la décident. Ce n'est pas autre chose et je reste dans ce schéma classique. Et j'aimerais qu'ils soient conscients de la gravité de la situation et des mesures à prendre pour protéger la France et les Français aujourd'hui et surtout demain. Merci beaucoup, Général d'armée Pierre de Villiers. Ça s'appelle « Pour le succès des armes de la France ». Vous avez choisi de reprendre la plume pour éclairer les Français. C'est publié chez Fayard. Merci infiniment, mon Général. Merci beaucoup de m'avoir invité.